Merci à Jacques Berthold d'avoir organisé cette soirée Versailles. J'aurais eu le plaisir d'y croiser Michel Jeanneret, ne serait-ce que pour discuter, parce qu'évidemment, nous n'avons pas les mêmes points de vue. C'est tout à fait normal. L'histoire de l'art, et particulièrement l'histoire de l'art des jardins, est une science, une connaissance en mouvement. Et c'est ce qui en fait l'aspect le plus passionnant. Et merci. Je commencerai donc par des aspects très différents de ceux qui ont été évoqués. Nous avons donc quelques nuances, mais ces nuances ne sont qu'une étape dans la connaissance des ouvrages. Très prosaïquement, quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un sot à la raison, toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. J'espère que La Fontaine ne m'en voudra pas de lui emprunter quelques vers pour évoquer mieux que je saurais le faire, qu'à toute chose, malheur est bon. C'est pourtant la conclusion que l'on peut proposer aujourd'hui après les deux tempêtes qui ravagèrent les jardins de Versailles en 1989 et 1999. Après avoir été replantés une première fois à la fin du XVIIIe siècle, puis une deuxième fois à la fin du XIXe, les arbres du parc étaient parvenus à un degré de maturité fragile, au point que plus de 50 000 d'entre eux furent abattus ou déstabilisés. Au-delà du choc, il fallut replanter. Mais comment ? Les interrogations sur cette troisième grande replantation du domaine, comme les nombreuses études qui continuent d'être menées en conséquence, furent l'occasion de découvertes qui ont remis en question beaucoup de certitudes que l'on pouvait avoir sur les jardins de Versailles. Il y a 50 ans, Cesare Brandi affirmait que la restauration est le moment privilégié de la connaissance des monuments. Sur un domaine a priori connu, comme celui de Versailles, je ne pensais pas qu'il pouvait parler aussi juste. Derrière la réputation d'un jardin conçu par le nôtre et réputé parvenu jusqu'à nous dans une continuité historique presque sans faille, une multiplicité d'interventions apparues, qui contribuèrent à façonner le domaine de manière moins simpliste qu'on pouvait le penser et qui obligent aujourd'hui à repositionner Versailles dans l'histoire des jardins. C'est une gageure de résumer presque 20 ans, presque 30 ans d'études en quelques minutes. En m'inspirant de Louis-Philippe, qui a peuplé de bustes le château transformé en musée de l'histoire de France, je vous proposerai plutôt une promenade avec quelques-uns des jardiniers, botanistes et même administrateurs qui, à mon sens, doivent désormais figurer parmi les principaux créateurs des jardins de Versailles. À tout seigneur, tout honneur, nous commencerons évidemment par André Le Nôtre. Même si le prince des jardiniers a bénéficié de nombreuses publications jusqu'à récemment, il reste cet inconnu illustre qu'évoquait une exposition qui lui a été consacrée sur différents sites durant l'année 2000. En 1661, c'est à lui que Louis XIV confia l'extension des jardins établis sous Louis XIII par deux prédécesseurs, Jacques Boisseau, puis Claude Mollet. Jusqu'en 1693, durant 32 ans, c'est lui qui traça les grandes perspectives du parc, imagina les principaux bosquets et dessina les parterres, ainsi que les principaux bassins avec leurs sculptures. Ces interventions commençant à être mieux définies, notamment par Michel Jeanneret, je préfère évoquer devant vous trois aspects moins connus de son œuvre. Le premier est le choix du site. À la suite de Saint-Simon, chacun a brocardé une implantation circonstancielle, alternativement loin de la ville, sèche et au contraire marécageuse. Ce site, repéré par Louis XIII, présentait pourtant des caractéristiques exceptionnelles. L'art des jardins a, durant tout le début du XVIIe siècle en France, été une passion locale. Si vous regardez les traités qui ont été publiés au XVIe siècle, ils sont en France essentiellement des traités d'architecture. Ces traités d'architecture disparaissent pratiquement au XVIIe siècle. Ils sont remplacés par des traités de jardin. L'exposition qui est présentée ici vous en a montré quelques-uns, vous en avez d'autres. Les traités de Jacques Boisseau sont un florilège de planches plus extraordinaires les unes que les autres. Vous avez des traités qui ont accompagné une efflorescence intellectuelle, un appétit
une attention, un regard porté sur les jardins qui s'est façonné durant 2 générations de manière tout à fait extraordinaire. Parmi ces spectateurs, parmi ces participants à cette élaboration de l'art du jardin, toute l'aristocratie, les rois en particulier, Louis XIII et Louis XIV. Louis XIV, on a gardé de lui un ensemble de dessins qui ont été donnés par le roi, de dessins d'enfants qui ont été donnés par le roi à son fils, le comte de Toulouse. Ce sont des dessins qui ne sont pas signés, ce sont des dessins faits par Louis XIV entre 7 et 11 ans, mais leur provenance, leur filiation accrédite un tout petit peu leur authenticité. Or, tous ces dessins représentent des dessins d'architecture et de jardin. On le dit, on vit tous dans la légende d'un Louis XIV ébloui par un chantier comme celui de Vaux-le-Vicomte, qui le découvre et quasiment scandalisé, pratiquement envoie son ministre au cachot. C'est une légende construite de toutes pièces par Anatole France à la fin du XIXe siècle. Le roi était venu 3 fois de suite, chaque année, visiter le chantier de Vaux-le-Vicomte. Il n'a donc rien découvert lors de la fête donnée en 61 par Fouquet. Ces visites qu'il avait faites à Vaux-le-Vicomte accompagnaient celles qu'il avait faites au château du Raincy, accompagnaient celles qu'il avait faites au château de Maisons-Laffitte, 3 fois de suite, et encore durant la fin du chantier. Il y avait une appétence de la régente Anne d'Autriche, il y avait une appétence du roi à découvrir les plus grandes réalisations du temps. Et cet apprentissage de l'œil a façonné le choix du site de Versailles. Pour parler de 3 ouvrages antérieurs que connaissait le roi et qui ont été des expériences visuelles de la découverte de l'espace jardiné, j'évoquerai en un mot Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, cet extraordinaire jardin et petit château construit sur les flancs de la Seine, dominait tout le bassin parisien, dominait Paris de loin. Et d'extraordinaires jardins y avait été développé depuis le règne depuis Henri II. En revanche, l'expérience de ces jardins et le siège du gouvernement, puisque c'est à Saint-Germain-en-Laye que le roi habitait avant Versailles, et avant tardivement à Versailles, avait montré l'impossibilité d'aménager un paysage trop grand. Saint-Germain est situé en balcon sur la Seine, et quoi que vous fassiez, tout paraît petit. Cette situation dominante rendait le paysage pratiquement incontrôlable. Et pourtant, on pourrait penser que les premiers travaux, que ce soit ceux de Lenôtre, mais avant lui ceux de Levaux, firent de Saint-Germain-en-Laye le lieu de la conquête de l'espace du jardin français. Malgré cet apprentissage, et plutôt malgré cet échec, Saint-Germain sera sans doute abandonné dans cette incapacité d'aménagement, tellement le lieu est vaste sur des kilomètres de vue. En regard de ce lieu trop grand, le site de Vaux-le-Vicomte avait au contraire choisi comme un site en cuvette. D'un jardin comme Vaux-le-Vicomte, qu'avait encore bien connu Louis XIV, je le répète, vous êtes dans un espace intégralement clos. Vous ne voyez que le ciel et la conception de Lenôtre. C'est le mérite d'un site en cuvette, mais avec tout l'ennui d'un site en cuvette étant d'être borné. Enfin, vous aviez des sites indéfinis, comme Fontainebleau ou Chambord, que seule la forêt arrivait à cadrer, ces sites trop plats qu'on a reprochés plus tard à Boufflers et autres, où de toutes les manières, devant la neutralité de l'espace, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans un jardin, il ne fait que décliner l'ennui. En regard de cela, Louis XIII et ensuite Louis XIV a choisi le site de Versailles pour des qualités qui sont trop peu souvent évoquées. On en est resté aux commentaires désagréables de marécage et de sécheresse paradoxaux. C'est un site que ce tableau de Patel rend extrêmement bien. C'est un site à la fois dominant. Vous n'êtes pas dominé par le paysage, c'est vous qui le dominez. Le château est construit sur une butte. Et de tous les côtés, que ce soit en arrivant, que ce soit vers le nord, vers le sud, et que ce soit vers l'est, vers l'ouest, dans cette espèce de perspective solaire qui suit le trajet du soleil, qui se couche exactement dans l'axe du château, à l'ouest, vous avez un site où le château est dominant de toutes parts. En regard de ce site dominant, vous avez devant lui un paysage infini. C'est rare.
Regardez les critiques pour une fois justifiées de Saint-Simon quand il parle du château de la Grandra en Espagne, où les yeux sont en permanence bornés par la montagne. Ce site infini, que traduit très très bien ce tableau, devient aménageable parce qu'il est défini latéralement par les buttes latérales. Au lieu d'être devant cet immense vide que représentait le bassin parisien vu de Saint-Germain-en-Laye, vous êtes dans un site axial, encore une fois qui suit parfaitement le trajet du soleil, à partir duquel tout devient aménageable. Et ce choix de ce site, qui n'a pas été assez souligné, va faire de Versailles le domaine qu'il est devenu. À titre de comparaison, je rappelle quand même qu'aucun autre palais royal en Europe n'a bénéficié d'un site d'une telle qualité, ni Schönbrunn, ni bien d'autres. Donc ne réduisons pas Versailles à la composition de ces jardins, ne réduisons pas Versailles au dessin de tel et tel intervenant. Il y a eu au départ un choix de site extraordinaire qui reste encore éblouissant, et ce choix du site est le choix du roi, très clairement, et un roi à l'œil expérimenté. La deuxième caractéristique concernera le nôtre et va rappeler un aspect un peu plus ingrat, qui est la disparition très rapide de pratiquement tout son travail. En un mot, que ce soit le labyrinthe qui a survécu jusqu'aux années 1770, que ce soit le Marais qui a été précédemment évoqué, qui a survécu également jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais que ce soit l'Arc de Triomphe, disparu dès la moitié du XVIIIe siècle, le théâtre d'eau, également très amoindri dès le début du XVIIIe siècle, que ce soit la montagne d'eau, très amoindrie également dès le début du XVIIIe siècle, la salle des festins qui disparaît en 1700, la salle des antiques qui disparaît ne serait-ce que par sa complexité inentretenable. Vous avez littéralement toute l'œuvre de Lenôtre qui va disparaître durant le règne de Louis XIV. De Lenôtre, aujourd'hui, il ne subsiste plus que les grands tracés du parc, et encore parfois simplifiés, et à peine 3 bosquets, tous restaurés. Difficile donc d'analyser une œuvre à partir d'une iconographie, à partir de ce que certains en ont dit, et à partir d'aussi peu de réalité. Le dernier point que j'aborderai concernera ce qui est un détail, mais qui conditionne la perception que nous pouvons avoir des jardins de Versailles. Et de manière plus générale, des jardins dits à la française. Il s'agit des alignements d'arbres qui structuraient littéralement tout l'espace. Vous connaissez les jardins des Tuileries, avec ces arbres taillés en caniche, scrupuleusement restaurés depuis une vingtaine d'années. Vous connaissez les jardins de Sceaux, avec leur géométrie qui s'impose à un espace extrêmement chaotique. Vous connaissez les jardins de Champs-sur-Marne, restaurés par Achille Duchesne en se référant à Lenôtre. Vous connaissez bien sûr Versailles, dont vous voyez cette photo avec ces grands alignements gigantesques qui parcourent le Grand Canal. Tous ces décors sont strictement modernes. Lenôtre n'a jamais taillé un arbre de sa vie. Il proscrivait même la taille des arbres. N'était taillé autant par Lenôtre, et il l'a dit, il l'a écrit, n'était taillé que tout ce qui se trouvait à portée de main. Au mieux, à portée de croissant, c'est-à-dire 6 mètres de haut. Étaient bien sûr scrupuleusement taillées les pelouses, les taupières, les haies, les charmilles, mais jamais au-delà de ce que la main de l'homme parvenait à faire. Tout ce qui était au-dessus était du domaine du chaos. Et un chaos volontaire, et en ça je rejoins totalement l'approche littéraire de Michel Jeanneret. Oui, il y a une gestion de l'ordre et du chaos à Versailles, mais elle est un peu différente de celle que nous nous imaginons aujourd'hui. Elle est notamment dans ce rapport extrêmement violent entre la netteté d'un certain nombre d'ouvrages taillés et la liberté laissée à ces grands alignements, contraints en plan, mais certainement pas dans la perception. Et ces grands arbres de Versailles, laissés en port libre, vont subsister jusqu'aux années 1950. Toute l'iconographie, tous les marchés d'entretien que l'on a au XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, jusqu'aux années 50, vont bien spécifier que les arbres sont en port libre.
La vision que nous avons donc aujourd'hui des jardins de Versailles suscite peut-être de superbes photos. Elle est donc une vision totalement moderne, une espèce de parachutage cubiste à travers un jardin classique pour lequel il n'avait pas été imaginé. J'ai voulu garder cette jolie photo, mais depuis 4 ans, j'ai donné consigne qu'on arrête ces tailles fantaisistes. Parallèlement à Le Nôtre, un deuxième personnage est mentionné par les chroniques du temps sans que son rôle soit bien précisé. Il s'agit du peintre Charles Lebrun. Occupant le poste de premier peintre depuis au moins 1658 et associé à tous les grands décors du château, il avait déjà participé à l'enrichissement des jardins de Vaux-le-Vicomte en repensant le parterre des Coulettes et l'arpent d'eau. Mais ses objectifs divergeaient nettement de ceux de Le Nôtre. Autant Le Nôtre s'en va voir rechercher les perspectives longues qui s'opposaient à tout obstacle visuel encombrant les bassins, autant Lebrun privilégiait les fontaines monumentales, conjuguant iconographie savante, voire compliquée, et amoncellement spectaculaire de sculptures. Vous en avez vu d'autres versions dans la projection que nous a passée tout à l'heure Jacques Berthold. À Versailles, Louis XIV et Colbert lui confièrent le principal projet dans les jardins, le parterre d'eau, qui était situé au pied du château. Lebrun tenta un ouvrage mixte, mélangeant bassins, broderies et sculptures organisées autour d'une grande composition pyramidale, 2 compositions au départ, dont vous avez vu les gravures, inspirées du Bernin. L'entreprise était tellement complexe qu'elle se perdit dans le temps. Et l'arrivée de Louvois au ministère en 1683, arrivée d'ailleurs de la cour à Versailles, mit fin à cette expérience compliquée. Le Nôtre fut chargé de répartir les sculptures déjà faites le long des charmilles, selon une mise en scène qui lui était propre. Il ne reste donc de cette incursion de Lebrun dans les jardins de Versailles que 2 souvenirs. La composition de certaines des sculptures dites de la Grande Commande, comme l'air de Le Hongre, dont il semble avoir donné le croquis, ainsi que la fontaine de la Pyramide, qui fut réalisée par François Girardon, mais dont il semble également avoir donné l'idée. On perçoit à travers ce casting à quel point la répartition des charges est une chose compliquée dans les jardins de Versailles du temps de Louis XIV. Tous les travaux étaient menés par le service des bâtiments du roi, c'est-à-dire une administration qui s'adjoignait à un certain nombre d'intellectuels histoire de faire chic et qui parfois brodait sur le thème et bien au-delà de ce que les maîtres d'œuvre réalisaient. C'est le cas de Le Nôtre, qui avait une parfaite liberté d'action et la parfaite confiance du roi, alors que d'autres, comme Perrault et parfois Lebrun, étaient là pour enrichir les choses, pour leur donner une iconographie savante, pour faire en sorte que l'on se perde dans la mythologie grecque en se promenant dans les jardins. Savoir ensuite qui a été responsable de quoi devient parfois compliqué, et plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y a eu un rôle extrêmement brillant, extrêmement littéraire d'un certain nombre d'intervenants, beaucoup moins pratique. Un troisième homme, un rôle plus grand encore que celui de Lebrun. Oui, madame. Ah. Pardon, et si je prends ma voix d'artilleur, je crains d'assommer. Alors, ce rôle beaucoup plus discret, au point que nous avons perdu son portrait. Je lui ai donc substitué cette gravure de jardinier contemporaine sur laquelle je vous invite à regarder la caisse à oranger qui fait figure de torse avec ses paysages peints sur les côtés. Ce troisième homme, cet illustre inconnu vrai de Versailles, est Michel Le Bouteux, dit le père, puisque son fils, qui fut sans doute dessinateur pour Le Nôtre, portait le même prénom. Michel Le Bouteux était connu pour ses talents de jardinier fleuriste, qu'il avait eu l'occasion d'exercer pour le duc d'Orléans et le duc de Vendôme. À la suite de ces prestigieux commanditaires, c'est à lui que Louis XIV confia les réalisations du jardin de Trianon en 1674. Sur cette attribution nouvelle, les archives des bâtiments du roi sont formelles. C'est Michel Le Bouteux qui fit une maquette détaillée du projet, qui livra les principales plantes, c'est lui qui supervisa bassins et fontaineries, c'est encore lui qui assura l'entretien des jardins pendant de longues années. C'est donc lui, l'auteur des jardins de Trianon, du Trianon de porcelaine, organisé en 2 parterres bordés de berceaux treillagés. Par ces agrandissements, malgré les agrandissements successifs, c'est lui qui
qui fit de ce jardin un paradis de fleurs odoriférantes, et où l'on pouvait se promener au milieu des parterres de pièces coupées, littéralement noyés dans les fleurissements. C'est lui qui multiplia les fontaines, bassins et caisses à oranger, comme celle que je vous montrais tout à l'heure, peintes en bleu et blanc, à l'imitation des porcelaines de Chine. C'est lui enfin qui créa les 2 fontaines de l'allée des Cascades, composées comme des buffets portant des vases peints et dorés, crachant autant de jets d'eau. Michel le Bouteux disparut brusquement des comptes des bâtiments en 1683, sans doute après son décès. Mais son travail à Trianon fut conservé. Toutes les consignes données par Louis XIV lors de la construction du Trianon de marbre en 1687 eurent pour objectif de respecter scrupuleusement les jardins qu'il avait conçus. On le voit très bien à travers ce projet de Mansart et de le nôtre, où toute la partie vide centrale sont les jardins anciens qu'ils avaient consigne de ne pas toucher. Contrairement à un hégémonisme qu'il avait lui-même contribué à accréditer, le nôtre ne fut donc chargé que de quelques parterres que vous voyez sur ce dessin, ou bosquets latéraux qui accompagnèrent l'extension des bâtiments et de quelques adaptations mineures des jardins précédents. Au-delà des plans et des gravures qui rendent mal la réalité des jardins, les peintures de Cotel montrent ces jardins de Le Bouteux à peine nuancés par le nôtre, avec leurs parterres exubérants et leurs allées étroites reliant des espaces fermés, où tout effet de perspective était exclu. C'est donc à Le Bouteux qu'il faut rendre les jardins qui accompagnèrent l'actuel Grand Trianon, et son œuvre s'est imprimée dans leur composition jusqu'aujourd'hui. À la fin du règne de Louis XIV, un dernier protagoniste prit une place dominante dans les jardins de Versailles. Il s'agit de l'architecte Jules Hardouin-Mansart. Jules Hardouin était le petit-neveu de François Mansart, dont il emprunta le nom. Son grand-oncle semble lui avoir inculqué les premières notions de jardinage, car François Mansart concevait tous ses de pair, bâtiments et jardins. Contrairement à ce que laisse entendre Saint-Simon, jamais avare d'une médisance, Mansart et le nôtre s'entendaient bien. Ils avaient le même goût des espaces élargis et savaient partager les mêmes chantiers, comme le prouve l'imbrication de leur intervention sur le nouveau parterre d'eau. En revanche, Mansart développait ses propres projets de jardin, comme sur ses chantiers privés, ainsi qu'à Marly, pour le roi, où les arbres taillés en berceau structuraient tout le grand espace central en reliant des pavillons isolés qui jalonnaient la perspective. Dans les bosquets de Marly, Mansart sut développer une géométrie des espaces, multiplier les surfaces gazonnées et créer une ornementation végétale, sculptée et mobilière très différente de celle de le nôtre. Dans les jardins de Versailles, c'est lui qui éleva les 2 pavillons du Bosquet des Dômes en 1677. Parallèlement aux travaux du château, le roi fit encore appel à lui lorsqu'il souhaita supprimer le Bosquet des Sources, devenu une véritable latrine publique. Il y conçut la colonnade, nettement plus saine, mais ses interventions restèrent ponctuelles et principalement bâties. Lorsque le nôtre se retira, en 1693, Mansart était intendant général des bâtiments du roi et prit en charge l'ensemble des jardins. Il leur impulsa sa propre marque. À Versailles même, qui était considérée comme une œuvre à peu près finie, son intervention fut surtout corrective. Il remplaça les bosquets trop fragiles de le nôtre par des œuvres plus spectaculaires mais plus simples d'entretien, comme l'obélisque. Il relia les bosquets entre eux en démultipliant les allées et tempéra les décors des bassins des saisons. Mais c'est à Trianon que son œuvre fut la plus importante. Il fut tout d'abord chargé d'étendre les jardins particuliers en créant l'amphithéâtre et le jardin des marronniers, composé de parterres et de salles animées par des bassins qui recueillirent les fontaines récemment retirées de Versailles. Puis le roi lui demanda de créer un parc de promenade, disposé autour d'un grand mail, triplant ainsi la surface des jardins. Il y démultiplia les salles de plan circulaires, triangulaires ou ovales, ornées en périphérie d'arbres rigoureusement taillés, pour la première fois. Ces tailles restèrent circonscrites à quelques espaces bien précis, mais elles répandirent l'idée d'arbres taillés formés géométriquement que le nôtre avait banni de ses alignements. Jusqu'à la mort de Mansart en 1708, il poursuivit son travail à Trianon en replantant le jardin particulier du roi que vous voyez au premier plan à droite, en supprimant les berceaux de treillage du parterre bas et en recomposant le bassin du plafond que vous distinguez au fond, qui est le plus beau bassin de tout Versailles. Tant à Versailles qu'à Trianon, il eut donc un rôle considérable, même si l'antagonisme moderne entre paysagistes et architectes a tenté de l'effacer. Les premières décennies du XVIIIe siècle virent peu de travaux sur le domaine, mais cela n'empêcha pas les arbres de poursuivre leur croissance.
Les vues des jardins de Versailles sont moins fréquentes, à part celles de Rigaud, mais celles que Jean-Baptiste Oudry a pu faire des jardins du château d'Arcueil vers 1740 nous éclairent sur leur aspect. Arcueil était une maison riche, et son jardin est bien entretenu, et son jardin est doté de treillage et de fontaines était moderne. Il révèle pourtant une profusion et un épanouissement des plantations bien différents de ce que son plan laissait imaginer. Malgré la régularité du dessin qui reste clairement affirmée, la déborde et s'affirme comme la composante principale du jardin. Ces mêmes caractères se retrouveront peu après sur les toiles représentant les jardins de Sceaux ou ceux de Saint-Cloud. Ne soyons donc pas dupes des propos du marquis de Girardin, qui décrivait les jardins de Versailles comme le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux. Comme Rousseau, qui publia la Nouvelle Héloïse en 1761, soit plusieurs années après l'arrivée des premiers jardins anglais en France, de telles formules sont tardives, souvent même du début du XIXe siècle, et traduisent une volonté d'affirmation individuelle ou une critique de la société du temps, plus qu'une absence de naturel dans les jardins réguliers. À cette nature par définition débordante, l'arrivée d'Ange-Jacques Gabriel comme premier architecte de Louis XV allait apporter une nouvelle interprétation. Louis XV était un passionné de botanique et de jardin. Une bibliothèque entière était consacrée à ces sujets au petit Trianon qu'il avait fait construire. Et les collections qu'il rassembla autour, les grandes planches rectangulaires que vous voyez à droite de la photo et au-dessus du carré du petit Trianon, étaient considérées par Linné comme les plus considérables d'Europe. Elles étaient abritées par des serres chaudes ou s'étendaient sur des planches régulières semblables à celles qui furent établies à Paris lorsque l'ensemble fut transporté au Jardin des Plantes à la demande de Marie-Antoinette. Dans ce nouveau jardin du roi, où furent obtenues les reines marguerites, les plants de café, les premiers ananas, la nature s'épanouissait sous une forme exceptionnellement réglée. Pour la première fois à Versailles, ce n'était plus seulement les haies ou les arbustes qui furent taillés, mais les arbres entiers d'alignement qui furent formés en marquise. Ce jardin débordant de fleurs, pourtant, réservé au roi, n'avait aucun équivalent à Versailles. Il marque l'apothéose d'une tradition qui apparaît à la Renaissance et où la taille des plantes n'était pas considérée comme contre-naturelle, mais au contraire, comme une valorisation de la nature, au même titre qu'un corps droit et athlétique caractérisait le port aristocratique sur celui du commun. Je vous renvoie là-dessus au livre de Florent Kellier sur le jardin potager qui montre le parallèle entre l'art de la danse et l'art de conduire les arbres des potagers. Entre cet art de discipliner la nature et de discipliner l'humain, c'est absolument révélateur. Dans ce sens, la taille rigoureuse des alignements de tilleuls et des salles vertes s'accordait pleinement aux animaux de la ménagerie sélectionnés pour les performances de leur rendement, aux plantes exotiques forcées dans les serres ainsi qu'au treillage qui disciplinaient de banales lattes de bois pour en faire les décors les plus raffinés. L'arrivée au trône de Louis XVI en 1674 entraîna le départ de Gabriel. Surtout, la vétusté des arbres du parc et des jardins, qui dataient pour la plupart d'un siècle, imposa une replantation presque complète. Cette étape a été immortalisée par 2 grands tableaux d'Hubert Robert, mais on connaît moins l'artisan de cette replantation, le comte d'Angivillers. Charles-Claude Flahault, comte d'Angivillers, avait été nommé directeur des bâtiments par Louis XVI, avec pour mission de remettre de l'ordre dans l'établissement, donc discipliner les architectes. Après discussion, et malgré l'ambassadeur d'Angleterre qui tenta de faire valoir l'art paysager britannique, c'est lui qui fit replanter les jardins de Versailles selon leurs dispositions du temps de Louis XIV. C'est également lui qui préconisa d'adapter au goût du jour les bosquets les plus proches du château. Ce plan des années de la replantation, 1774-75, vous montre que tous les bosquets centraux de Versailles furent alors replantés, à l'exception du bosquet c'est pas le théâtre d'eau, c'est le bosquet rond qui est juste après le parterre d'eau, ça va me revenir. Un personnage aujourd'hui oublié va traverser toute cette période des jardins de Versailles. Il s'agit de l'abbé Nolin. Alors là-dessus, j'abuse de vous en vous montrant non pas l'abbé Nolin, mais un portrait de l'abbé Hubert, total inconnu, par Quentin de la Tour. Mais j'ai trouvé que le côté studieux et souriant du personnage s'adaptait bien à mon abbé Nolin.
qui était un botaniste et qui avait publié en 1755 un essai sur l'agriculture moderne, qui était en réalité un catalogue de toutes les plantes nouvelles récemment importées en France. Louis XV l'avait apprécié et nommé à la tête des pépinières royales. À ce titre, il fut chargé de suivre tous les chantiers entrepris sous Louis XVI. Il y introduisit les tulipiers de Virginie, les arbres de Judée, les cytises et une multiplicité d'arbustes colorés qui transfigurèrent les jardins. C'est à lui, plus qu'à Jussieu, que le jardin anglais du Petit Trianon doit son extraordinaire exubérance botanique, venue d'Amérique, d'Asie ou d'Océanie. Le nouveau bosquet de Vénus, qui remplaça le labyrinthe, allait servir de festival pour la démonstration publique de ces plantes plus nouvelles les unes que les autres. Chaque salle fut consacrée à un arbre de port, de densité et de fleurissement différents, créant un sous-étage coloré et des promenades que nul n'avait vues jusqu'à présent dans les jardins de Versailles. La création de ce bosquet précieux, qui était réservé à la reine et où se déroula un des épisodes les plus sordides de l'affaire du collier, avait été confiée à l'architecte Michel Barthélemy Azon. Azon était beau garçon, issu d'une famille de banquiers et protégé de Madame de Pompadour. Il avait été envoyé à Rome en 1746 et avait intégré à son retour le service des bâtiments du roi. Poussé par Marigny, le frère de Madame de Pompadour, pour lequel il dessina un pavillon chinois dans les jardins du château de Ménard, il devint intendant général des bâtiments du roi, à l'égal de Soufflot et de Richard Mick. Dans le jeu difficile de pouvoir qui accompagna l'arrivée d'Angivillé au ministère, c'est à lui qu'il s'adressa pour composer le bosquet de Vénus, en remplacement du labyrinthe. Ce bosquet de Vénus, vous en voyez la composition extrêmement particulière, autour d'une grande salle verte qui était marquée par 4 buffets bas taillés. Vous aviez tout un labyrinthe de lacis qui conduisait à ces fameuses salles qui toutes étaient composées autour d'arbres différents. Vous aviez donc un mélange d'une architecture extrêmement ordonnancée, une architecture à la fois extrêmement souple, qui est un peu la définition de l'art des jardins à la française sous Louis XV. Vous voyez qu'au moment où triomphe, pense-t-on, en tout cas dans la littérature, les jardins paysagers, vous avez le principal bosquet de Versailles pour la reine qui est recomposé de manière totalement ordonnancée. Ce jeu sur le végétal, dans un cadre convenu, était renforcé par un décor sculpté tout à fait particulier, intégralement composé de bronze. Vous aviez donc un jeu de sculpture verte sur fond vert qui n'a rien à voir avec le contraste qu'offraient jusqu'à présent les sculptures de Versailles en marbre blanc sur un fond coloré. D'autres personnages apparaissent parallèlement dans les jardins au même moment, comme Hubert Robert. Grâce à 2 dessins qui préfigurent la grotte artificielle où furent placés les groupes sculptés des bains d'Apollon, vous en voyez un, vous en voyez un deuxième ici, il a la réputation d'en avoir été l'auteur. Mais rien n'est moins certain. Au même moment, c'est Châtelet qui est chargé, un autre peintre, qui est chargé de représenter le rocher des nouveaux jardins de Trianon. Mais le concepteur en était pourtant totalement Richard Mick, qui mena ce chantier de bout à bout et demanda à un peintre habitué à travailler avec lui de représenter un ouvrage nouveau que les architectes étaient peu habitués à dessiner de manière convaincante. Hubert Robert a-t-il été chargé de recomposer le bosquet des bains d'Apollon, ou n'a-t-il fait que figurer quelques propositions de grottes? Nous ne le savons pas encore, mais je crains que la deuxième solution s'impose petit à petit. En revanche, nous sommes mieux renseignés sur le rôle joué par Richard Mick dans les jardins de Trianon et ainsi qu'à Versailles. Tout d'abord, c'est lui qui fut chargé de créer le jardin anglais du Petit Trianon. La chose est connue, dès 1774, Marie-Antoinette avait fait supprimer les collections botaniques de Louis XV dont elle n'avait que faire, et avait sollicité les avis les plus divers pour créer un jardin à la mode. On est en 1974, 20 ans après l'arrivée des jardins anglais en France, ça n'a strictement rien de neuf. Bien que le projet du comte de Caraman avait été confié à un courtisan, le comte de Caraman, qui se piquait de jardinage, et approuvé dûment par la reine, aucune suite réelle ne lui fut donnée. La reine et d'Angivillé finirent donc par charger Richard Mick de reprendre avec doigté une entreprise entachée d'amateurisme
Devant les façades nord et est du château, il ouvrit 2 grands dégagements qui aboutissaient l'un sur un temple rotonde, que vous voyez bien en plan, l'autre sur un lac artificiel qui servait à alimenter un cours d'eau serpentant autour du jardin. Sur ce tracé primaire, il utilisa les terres provenant du creusement de la rivière pour amplifier les mouvements naturels du terrain, en haut de la photo, pour masquer les vues trop courtes et dissimuler tous les bâtiments de service trop voisins, ainsi que les pépinières. Les boisements multiplièrent cet effet. Des résineux donnèrent au terrain accidenté proche du lac un aspect alpestre, qu'on appelait la petite Suisse, tandis que d'autres parties étaient traitées de manière plus champêtre ou exotique. Parallèlement, Mick fut chargé de replanter les jardins du Trianon de marbre. Cette intervention est moins connue, mais fut considérable. Elle consista à replanter tout le parc autour de nouvelles allées et salles de verdure, reliées entre elles par 2 allées ovales. Mick redressa également les allées qui étaient biaises depuis le règne de Louis XIV et remplaça les bosquets par des quinconces. Le redressement des allées est marqué en rouge par rapport au plan noir. Et c'est lui qui remplaçait les bosquets par des quinconces. C'est lui qui donna au parterre haut son dessin très particulier, en fer à cheval, comme ouvert sur les façades du château, et qui traça, je prends le truc parce que sinon c'est impossible. C'est lui qui traça, il fallait le dire plus fort. Le parterre haut, c'est lui également qui traça toute la perspective nord-sud qui part du Grand Canal et qui aboutit au bassin que vous avez ici au premier plan, et qui créa la nouvelle salle des Antiques, en passant par un bassin carré qui datait du temps de Louis XIV, mais qui fut déplacé en conséquence. L'importance du rôle de Mick dans les jardins de Versailles vient d'être découverte et reste encore mal comprise. Je voudrais en profiter pour évoquer l'originalité qui a été passée inaperçue jusqu'à présent et qui est celle du hameau, qu'il réalisa pour la reine à partir de 83. Depuis les années 1750, les jardiniers anglais avaient importé en France la mode des fabriques pittoresques, les habituelles pagodes, ruines, rochers ou tombeaux qui étaient censés vous accompagner dans un parcours sentimental imposé. Mais les hameaux n'avaient aucune part dans ces colifichets et ne figuraient dans aucun jardin réellement anglais. En réalité, cette mode répondait à une tradition spécifiquement française qui datait du Moyen-Âge et avait été relayée au milieu du XVIIIe siècle par les physiocrates, en particulier par François Quesnay, qui était le médecin personnel de Madame de Pompadour et un familier de Louis XV. Quesnay avait publié dans son tableau économique que la richesse des nations venait en priorité de leur production agricole. Ça inversa toute la compréhension du monde rural au milieu du XVIIIe siècle. Dès 1753, la reine Marie Lexinska avait choisi de copier en peinture la ferme de Jean-Baptiste Oudry, plutôt que telle ou telle scène mythologique ou historique, témoignant d'un même intérêt pour ce sujet rustique. À la demande de Louis XV, le futur Louis XVI avait labouré publiquement une parcelle de terrain le 15 juin 1768. Devenu roi, il faisait à son tour cultiver par le dauphin un petit jardin placé devant les fenêtres de son appartement à Versailles. Le goût officiel allait donc vers la campagne et, à une époque où l'architecture s'affichait comme l'expression d'une pensée, il n'y eut rien d'étonnant que la reine voulût un hameau qui y répondit. D'ailleurs, le hameau ne lui fut guère reproché. Parmi pourtant bien d'autres choses. Durant la Révolution, il fut loué à un limonadier, connu un véritable succès public, on y fit des démonstrations de parachutisme, et comme l'ensemble des jardins, il traversa sans destruction majeure cette période difficile. Je ne voudrais pas clore cette évocation des jardins de Versailles sans aborder une dernière facette, trop souvent occultée, qui est celle des restaurations. En effet, le sujet n'est pas nouveau, et dès que le château fut ouvert au public au milieu du XIXe siècle, se posa la question du rétablissement de ces jardins. C'est Charles Questel, à gauche, sur le médaillon, qui replanta les parterres de broderie placés devant la façade du château. Après avoir été transformé en jardin paysager sous le Premier Empire, c'est Marcel Lambert qui tenta de refaire, pour l'exposition universelle de 1900, le jardin du roi, au Grand Trianon. Vous voyez le dessin un peu fantaisiste ici. Alors que le hameau de Trianon avait perdu tout caractère champêtre depuis le Premier Empire, mais les arbres avaient poussé, c'est Patrice Bonnet qui refit en 1932 ses jardins potagers à partir des premières études documentaires précises du jardin. Ça créait un scandale, une page entière dans le Figaro de 1933, comme s'il n'y avait pas mieux à penser à l'époque. Plus récemment,
après les dernières tempêtes, les grands tracés des jardins ont été replantés selon leur disposition du début du XVIIIe siècle, donc un mixte, le nôtre mansard, tandis que quelques parterres et bosquets commencent à retrouver leur disposition que le nôtre, mansard ou mic, leur avait donnée. Certaines de ces restaurations anciennes sont à leur tour à reprendre, comme celle du Jardin du Roi, fait par Lambert. C'est l'occasion de fouilles et qui permet ici de retrouver la fontaine et d'une relecture critique des archives qui permettent de mieux approcher les dispositions anciennes de chaque ouvrage, avec parfois d'étonnantes surprises. C'est le cas actuellement au Jardin du Roi, où la superposition des tracés actuels en rouge et anciens en vert a révélé que les imprécisions pouvaient parfois être considérables. L'actuel projet de restauration tente de dépasser cette situation et on a aujourd'hui, grâce à vraiment l'analyse de textes formidablement précis, notamment des marchés d'entretien qui, durant un siècle et demi, vont détailler pratiquement jour par jour, pot de fleurs par pot de fleurs, arbre à tailler ou non, tout ce qui se faisait dans les jardins de Versailles, une connaissance formidablement précise de ce que pouvait être ce jardin, notamment du Roi, ici à Trianon, avec ses plantes taillées ou non, ses alignements, ses pots, les différentes fleurs. C'est dans ce jardin du Roi qu'étaient remplacées chaque nuit les fleurs et où les fleurissements s'imposaient même en hiver, et nulle part ailleurs. Vous voyez donc le degré de préciosité qu'il pouvait avoir. Mais pour parvenir à ce degré de préciosité, il ne suffit pas que de connaître le jardin. Il faut évidemment former tous les jardiniers qui vont avec. Et aujourd'hui, quand on a pris l'habitude de tailler au cordeau des arbres au kilomètre, il y a une petite révolution culturelle à apporter à la pratique des jardiniers et leur faire comprendre que leur savoir qu'ils croient ancestral a parfois été un tout petit peu dévoyé. Dans ce parcours, dans les dernières minutes qui me restent à travers les jardins de Versailles, quelques conclusions peuvent être ébauchées. En premier lieu, la création de Versailles et de Trianon ne peut plus être réduite à la personnalité fascinante mais limitée d'André Le Nôtre. Depuis le XVIIe siècle, les deux domaines ont connu de multiples maîtres d'œuvre, qui tous ont contribué peu ou prou à façonner les jardins. Dans cette histoire complexe, où beaucoup reste à découvrir, les travaux de restauration ne peuvent plus être distincts des interventions dites créatives. Dès la fin du XVIIIe siècle, les grands tracés de Le Nôtre furent replantés selon une méthode que nous appellerions aujourd'hui de restauration. Et la réfection des jardins du Trianon de marbre fut interprétée dès l'époque comme, je cite, n'altérant en rien le plan de Le Nôtre, et que Le Nôtre n'eût pas désavoué. Si vous vous rappelez, il faut des plans que je vous montrais, il faut quand même une petite nuance entre le travail de Richard Mick et celui, en fait, de Bouteux, même pas Le Nôtre. Les 19e et 20e siècles ont suivi et offrent à eux seuls un temps, en fait, plus long que toute l'histoire de Versailles sous l'Ancien Régime. Durant ce temps, l'objectif des restaurations s'est affiné. Aux premières restitutions, paraphrasant quelques gravures, ont succédé des analyses documentaires plus rigoureuses, mais des fouilles qui permettent des interprétations plus justes également. Un jardin refait aujourd'hui ne sera jamais un jardin du XVIIe siècle ou du XVIIIe. Pas plus qu'un concert d'aujourd'hui ne sera ce que Mozart ou Schubert entendaient. En revanche, on peut tenter de s'en approcher, l'interpréter, comme on dit en musique, en rendant visible un art irréductible à toute virtualité. Parallèlement à cette quête, les jardins ne peuvent plus se contenter d'une histoire au rabais. L'art des jardins a longtemps été reconnu comme une des expressions culturelles les plus porteuses de plaisir et de signification. Pourtant, il reste comme à l'écart d'une méthode raisonnée d'analyse et d'interprétation historique. Est-ce l'aspect changeant des jardins, variable selon les saisons et les décennies? Est-ce leur absence d'authenticité matérielle, régulièrement bouleversée par les replantations? Est-ce leur faible valeur matérielle, un jardin de Le Nôtre ou de Barriga-des-Champs ne se vendant guère plus cher qu'une banale pelouse? En tout état de cause, l'histoire des jardins répond de manière trouble à cette spécificité. Contrairement à la légende d'un jardin à la française figé sur les arbres taillés et les broderies, les interventions concomitantes de Le Nôtre et de Lebrun à Versailles, de Le Bouteux à Trianon ou de Mansart à Marly montrent que, durant le règne de Louis XIV, les commandes royales n'eurent rien d'univoque. Les jardins offraient autant d'aspects qu'ils avaient d'auteur, et leur diversité était équivalente à celle que l'on observe dans les tableaux, sculptures et meubles contemporains. De même, il est temps de sortir le XVIIIe siècle de la querelle binaire entre jardins ordonnancés et paysagers. L'étude de Versailles révèle que, concomitamment, furent développés des jardins paysagers, des bosquets réguliers, d'un aspect complètement nouveau, et plusieurs manières de restaurer des jardins,
du XVIIe dès avant la Révolution. La querelle surinterprétée entre deux modes de jardin qui n'avaient rien d'antinomique a entravé toute la compréhension des jardins du XIXe siècle. Pour terminer, je vous montrerai deux anecdotes. Ces 4 dessins sont extraits d'un livre qui fait référence sur l'art de Lenôtre. Je ne citerai pas son auteur par discrétion. Il développe tout un art de la géométrie des jardins de Lenôtre et de cette adaptation de cette géométrie au site. Ce livre a d'autres mérites, heureusement. Il oublie simplement que les jardins du Sceau, que je vous montre ici, avaient été très peu entretenus au XIXe et au XXe siècle, étaient à moitié abandonnés lorsqu'ils furent achetés par le département de Seine-et-Oise en 1930. Et que, presque ruinés, ces jardins firent l'objet d'un très grand concours de paysagistes, auxquels participèrent tous les paysagistes de l'Art Nouveau, que ce soit Vera, que ce soit Forestier, que ce soit Azéma. Et ce sont ces paysagistes cubistes qui définirent, dans les années 1930, et puis jusqu'à la fin de la réalisation des travaux, dans les années 1950, ce jardin de Sceaux, avec son art cubisme du paysage. C'est les jardiniers de Sceaux, ensuite nommés à Versailles, qui transposèrent cet art totalement moderne dans le pensant de Lenôtre. Vous voyez à quel point, de temps à autre, une action totalement contemporaine peut pervertir toute une interprétation de jardin du XVIIe siècle. On en a d'ailleurs quelques efflorescences récentes. Une exposition consacrée à Lenôtre a été organisée à Versailles même, pourtant, autour de quelques grandes maquettes avec des perspectives absolument sidérantes où pratiquement Lenôtre, mathématicien démiurge, arrivait à composer le paysage autour de compositions que l'on pouvait d'ailleurs observer pratiquement uniquement depuis la Lune. Si vous regardez n'importe quel plan de canal, il suffit de prendre 4 points pour les faire converger sur un même centre. Et en l'occurrence, les points ici convergent sur un centre qui se trouve à l'intérieur de la cour du château, point d'où il est strictement impossible de voir le canal. Alors, ce genre de théorie qui consiste à multiplier la longueur du jardin par l'âge de Louis XIV pour définir quel est le paysagiste qui a pu dessiner l'ouvrage, d'ailleurs composé sur 20 ans, malheureusement fait encore florès. L'histoire des jardins et le nôtre méritent mieux que ça. Je vous remercie de votre attention.